paire de gants qui se trouvait dans l'une des allées, le vieux M. Garland y avait travaillé le matin même. Kit regarda autour de lui, admira, regarda encore, et cela bien des fois avant de pouvoir se décider à tourner la tête d'un autre côté et à sonner la cloche. Il avait cependant tout le temps de regarder autour de lui quand il l'avait sonné, car personne n'était venu, de sorte qu'après l'avoir sonné 2 ou 3 fois, il s'assit sur sa boîte et attendit. Il sonna un grand nombre de fois, et pourtant personne ne vint. Mais enfin, comme il était assis sur la boîte, et qu'il songeait au château de géants, aux princesses attachées à des piquets par les cheveux de leur tête, aux dragons qui surgissaient de derrière les portes, et à d'autres incidents de même nature, comme un dans les livres de contes aux jeunes gens de Baran qui visitaient pour la première fois des maisons étranges, la porte s'ouvrit doucement. Et une petite servante, très soignée, modeste et sage, mais très jolie aussi parut. « Je suppose que vous êtes Christophée, monsieur », dit la servante. Kit est sorti de la boîte et a dit oui, il l'était. « Je crains que vous n'ayez sonné bien des fois peut-être, répliqua-t-elle, mais nous n'avons pas pu vous entendre, parce que nous avons attrapé le poney. » Kit se demanda un peu ce que cela signifiait, mais comme il ne pouvait s'arrêter là à poser des questions, il porta de nouveau la boîte sur ses épaules et suivit la jeune fille dans le vestibule, où, par une porte de derrière, il aperçut M. Garland conduisant Whisk triomphalement dans le jardin, après que ce poney obstiné eut, comme il l'apprit plus tard, esquivé la famille autour d'un petit enclos à l'arrière. Pendant 1h15. Le vieux monsieur l'accueillit très aimablement, ainsi que la vieille dame, dont la bonne opinion antérieure à son égard fut grandement renforcée par le fait qu'il essuya ses bottes sur le tapis jusqu'à ce que la plante de ses pieds brûle de nouveau. On l'emmena ensuite dans le salon pour être inspecté dans ses nouveaux vêtements, et quand il eut été examiné plusieurs fois, et qu'il eut donné par son apparence une satisfaction illimitée, il fut emmené à l'écurie où le poney le reçut avec une complaisance peu commune, et de là dans la petite chambre qu'il avait déjà remarquée, qui était très propre et très commode, et de là dans le jardin, où le vieux monsieur lui avait dit qu'on lui apprendrait à s'employer, et où il lui avait dit, en outre, quelle grande chose il comptait faire pour le rendre alais et heureux, s'il trouvait qu'il le méritait. Toutes ces bontés, Kit les reconnut, avaient diverses expressions de reconnaissance, étant de touches du nouveau chapeau, que le bord en souffrit considérablement. Quand le vieux monsieur eut dit tout ce qu'il avait à dire en guise de promesse et de conseil, et que Kit eut dit tout ce qu'il avait à dire en guise d'assurance et de reconnaissance, il fut remis à la vieille dame, qui, appelant la petite servante, qui s'appelait Barbara, lui ordonna de le faire descendre l'escalier et de lui donner à manger et à boire. Après sa promenade, Kit descendit donc l'escalier, et au bas de l'escalier, il y avait une cuisine telle qu'on n'en avait jamais vue ni entendue auparavant de la vitrine d'un magasin de jouets, avec tout ce qu'elle contenait aussi brillant, et aussi précisément ordonné que Barbara elle-même. Et dans cette cuisine, Kit s'assit à une table aussi blanche qu'une nappe, pour manger de la viande froide, boire de la petite bière, et se servir de son couteau et de sa fourchette d'autant plus maladroitement qu'il y avait une Barbara inconnue qui le regardait et l'observait. Il ne semblait pas, cependant, qu'il y eût quelque chose de remarquablement extraordinaire chez cette étrange Barbara, qui, ayant vécu une vie très tranquille, rougissait beaucoup et était tout aussi embarrassée et incertaine de ce qu'elle devait dire ou faire, que Kit pouvait l'être. Quand il fut resté assis quelque temps, attentif au tic-tac de la sobre horloge, il se hasarda à jeter un coup d'œil curieux sur la commode, et là, parmi les assiettes et les plats, se trouvait la petite boîte à ouvrage de Barbara avec un couvercle coulissant pour fermer les pelotes de coton, et le livre de prière de Barbara, et le livre de cantiques de Barbara, et la Bible de Barbara. Le petit miroir de Barbara pendait dans une bonne lumière près de la fenêtre, et le bonnet de Barbara était accroché à un clou derrière la porte. De tous ces signes muets et de tous ces signes de sa présence, il jeta naturellement un coup d'œil à Barbara elle-même, qui était assise aussi muette qu'eux, et cossant des pois dans un plat. Et au moment où Kit regardait Cécile et se demandait, tout à fait dans la simplicité de son cœur, de quelle couleur pouvaient être ses yeux, il arriva perversement que Barbara leva un peu la tête pour le regarder, alors que les deux perdus se retirèrent précipitamment, et que Kit se pencha sur son assiette, et Barbara sur ses coquilles de pois. Chacun dans une confusion extrême d'avoir été détecté par l'autre. Chapitre 23. N. Richard suivait les revenants du désert, car c'était le nom approprié de la retraite choisie par Kilp, d'une manière sinueux et tire-bouchon, avec beaucoup d'échecs et de trébuchements, après s'être arrêté brusquement et avoir regardé autour de lui, puis d'avoir couru aussi soudainement en avant pendant quelques pas, et comme s'arrêtant de nouveau et secouant la tête tout à coup, faisant tout d'un coup et sans préméditation, ce qui est considéré par les hommes mal intentionnés comme le symbole de l'ivresse,
et n'est pas considéré par de telles personnes comme dénotant cet état de profonde sagesse et de réflexion dans lequel l'acteur se sait être, a commencé à penser qu'il avait peut-être mal placé sa confiance et que le nain n'était peut-être pas précisément le genre de personne à qui confier un secret d'une telle délicatesse et d'une telle importance. Et étant entraîné et tenté par cette pensée pleine de remords, dans une condition que la classe des mauvais esprits, dont nous avons parlé plus haut, appellerait l'état de malveillance ou l'état d'ivresse, il vint à l'idée de jeter son chapeau par terre et de gémir en criant à haute voix qu'il était un orphelin malheureux, et que s'il n'avait pas été un orphelin malheureux, les choses n'en seraient jamais arrivées là. Abandonné enfant par mes parents, à un jeune âge, d'idem. Suivez-les déplorant son dur sort, jeté sur le monde dans ma plus tendre période, et jeté à la merci d'un nain trompé qui peut s'étonner de ma faiblesse. Voici un misérable orphelin pour vous. Voilà, dit M. Suivez-les en élevant la voix à un ton aigu et en regardant autour de lui d'un air somnolent, un misérable orphelin. Alors, dit quelqu'un tout près, laisse-moi être un père pour toi. M. Suivez-les se balança de long en large pour garder son équilibre, et regardant dans une sorte de brume qui semblait l'entourer, il aperçut enfin 2 yeux qui brillaient vaguement à travers la brume, et qu'il remarqua peu de temps après être dans le voisinage d'un nez et d'une bouche. Baissant les yeux vers le quartier où, à propos du visage d'un homme, on trouve habituellement ses jambes, il remarqua que le visage avait un corps attaché, et quand il regarda plus attentivement, il fut convaincu que c'était M. Kilp, qui avait été tout le temps en sa compagnie, mais qu'il avait eu la vague idée d'avoir laissé 1 mille ou 2 derrière lui. « Vous avez trompé un orphelin, monsieur, dit solennellement M. Suivez-les. »« Moi, je suis un second père pour toi, répondit Kilp. »« Vous mon père, monsieur, répliqua Dick. Comme je vais bien moi-même, monsieur, je demande à ce qu'on me laisse tranquille tout de suite, monsieur. Quel drôle de garçon vous êtes, s'écria Kilp. Allez, monsieur, répondit Dick en s'appuyant contre un poteau et en agitant la main. Allez, trompeur, allez, un jour, monsieur, Piaps vous réveillerez, du rêve du plaisir de connaître, la douleur des orphelins abandonnés. Voulez-vous y aller, monsieur? Le nain ne tenant aucun compte de cette adjuration, M. Suivez-les s'avança dans le but de lui infliger un châtiment digne. Mais, oubliant son dessein ou changeant d'avis avant de s'approcher de lui, il lui saisit la main et lui jura une amitié éternelle, déclarant avec une franchise agréable qu'à partir de ce moment-là ils étaient frères en tout, sauf en apparence. Puis il répéta son secret, en y ajoutant qu'il était pathétique au sujet de mademoiselle Wackles, qui, il laissa entendre à M. Kilp, était l'occasion de la moindre incohérence qu'il pouvait remarquer dans son discours à ce moment-là, et qui n'était attribuable qu'à la force de son affection et non au vin rosé ou à d'autres liqueurs fermentées. Et puis, ils ont continué bras dessus, bras dessous, très affectueusement ensemble. « Je suis aussi vif, lui dit Kilp en se séparant, aussi vif qu'un furet et aussi rusé qu'une belette. Vous m'amenez l'assurer que je suis son ami bien que je crains qu'il ne se méfie un peu de moi, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas mérité, et vous avez tous les deux fait fortune, en perspective. »« C'est le pire, répondit Dick. Ces fortunes en perspective semblent si lointaines, mais ils ont l'air plus petits qu'ils ne le sont en réalité, dit Kilp en lui serrant le bras. Vous n'aurez aucune idée de la valeur de votre prix tant que vous ne vous en serez pas approché. Remarquez-le. Ne pensez-vous pas? Dit Dick. Oui, je le sais, et je suis sûr de ce que je dis, c'est mieux, répondit le nain. Vous m'amaître. Dis-lui que je suis son ami et le tien. Pourquoi ne serais-je pas? Il n'y a aucune raison pour que vous ne le fassiez pas, certainement, répondit Dick, et peut-être y a-t-il beaucoup de raisons pour lesquelles vous le feriez. Du moins, il n'y aurait rien d'étrange à ce que vous vouliez être mon ami, si vous étiez un esprit de choix, mais alors vous savez que vous n'êtes pas un esprit de choix. Je ne suis pas un esprit de choix? S'écria Kilp. Diable un peu, monsieur, répondit Dick. Un homme de votre apparence ne pourrait pas l'être. Si vous êtes un esprit, monsieur, vous êtes un mauvais esprit. Les esprits de choix, ajouta Dick en se frappant la poitrine, sont des gens d'une toute autre sorte, vous pouvez le jurer, monsieur. Kilp jeta un coup d'œil à son ami à la voix libre avec une expression mêlée de ruse et d'aversion, et se tordant la main presque au même moment, il déclara qu'il était d'un caractère peu commun, et qu'il avait sa plus vive estime. Sur ce, ils se séparèrent, M. Suivez-les de rentrer chez lui et de s'endormir sobre, et Kilp de réfléchir à la découverte qu'il avait faite, et de se réjouir à la perspective du riche champ de jouissance et de représailles qu'elle lui ouvrait. Ce ne fut pas sans beaucoup de répugnance et d'appréhension que M. Suivez-les, le lendemain matin, la tête torturée par les fumées du célèbre Schiedam, se rendit au logement de son mamitre qui était sur le toit d'une vieille maison dans une vieille auberge fantomatique,
et raconta très lentement ce qui s'était passé hier entre lui et Kilp. Ce ne fut pas non plus sans une grande surprise, et beaucoup de spéculations sur les motifs probables de Kilp, ni sans beaucoup de commentaires amers sur la folie de Dick Suivele, que son ami reçut l'histoire. « Je ne me défends pas, Fred, dit le pénitent Richard, mais ce gaillard a une si étrange manière de s'entendre avec lui et c'est un chien si rusé qu'il m'a d'abord fait réfléchir pour savoir s'il y avait quelque mal à le lui dire, et pendant que je réfléchissais, il me l'a foutu en l'air. Si vous l'aviez vu boire et fumer, comme je l'ai fait, vous n'auriez rien pu lui cacher. C'est une salamandre, vous savez, c'est ce qu'il est. » Sans se demander si les salamandres étaient nécessairement de bons agents de confiance, ou si un homme à l'épreuve du feu était naturellement digne de confiance, Frédéric se jeta sur une chaise et enfouissant sa tête dans ses mains, s'efforça de comprendre les motifs qui avaient amené Kilp à s'insinuer dans la confidence de Richard Suivele. Et n'avait pas été spontanément révélée par Dick, était suffisamment évidente du fait que Kilp cherchait sa compagnie et l'attirait. Le nain l'avait rencontré 2 fois alors qu'il essayait d'obtenir des renseignements sur les fugitifs. Peut-être, comme il n'avait montré aucune inquiétude à leur sujet, suffisait-il pour éveiller les soupçons dans le cœur d'une créature si jalouse et si méfiante par nature, en écartant tout élan supplémentaire de curiosité qu'il aurait pu tirer de l'inattention de Dick. Mais connaissant le plan qu'ils avaient prévu, pourquoi aurait-il proposé de l'aider ? C'était une question plus difficile à résoudre, mais comme les coquins vont généralement trop loin en imputant leurs propres desseins à d'autres, l'idée se présenta immédiatement que des circonstances d'irritation entre Kilp et le vieil homme, résultant de leur transaction secrète et qui n'étaient peut-être pas sans rapport avec sa disparition soudaine, rendaient maintenant le premier désireux de se venger de lui en cherchant à piéger le seul objet de son amour et de son anxiété dans une liaison dont il savait qu'il avait teint l'effroi et la haine. Comme Frédéric lui-même, sans se soucier de sa sœur, avait cet objectif à cœur, qui n'était que le second après l'espoir du gain, il lui semblait que c'était le principe d'action principal de Kilp. Une fois qu'il eut investi le nain d'un dessein bien à lui en les encourageant, à quoi servirait la réalisation de leur but ? Il était facile de le croire sincère, et sincère dans la cause, et comme il ne pouvait y avoir de doute, qu'il se révélerait un auxiliaire, puissant et utile. Trop résolu d'accepter son invitation et de se rendre chez lui ce soir-là, et si ce qu'il disait et faisait le confirmait dans l'impression qu'il s'était formé, de le laisser partager le travail de leur plan, mais non le profit. Ayant retourné ces choses dans son esprit, et étant arrivé à cette conclusion, il communiqua à M. Suivez-les toutes ces méditations qu'il le jugea convenable. Dick se serait parfaitement contenté de moi, et lui donnant le jour de se remettre de sa dernière salamandre, il l'accompagna le soir à la maison de M. Kilp. M. Kilp était très heureux de les voir, ou du moins il semblait l'être, et M. Kilp était terriblement poli envers Madame Kilp et Madame Gignoin, et très vif fut le regard qu'il jeta sur sa femme pour voir combien elle était affectée par la reconnaissance du jeune tre. Madame Kilp était aussi innocente que sa propre mère de toute émotion, douloureux ou agréable, que sa vue t'éveillait, mais comme le regard de son mari la rendait timide, et confuse, et incertaine de ce qu'elle devait faire ou de ce qu'on attendait d'elle, M. Kilp ne manquait pas d'attribuer son embarras à la cause qu'il avait à l'esprit, et tandis qu'il riait de sa pénétration, il était secrètement exaspéré par sa jalousie. Cependant, rien de tout cela n'est apparu. Au contraire, M. Kilp était tout en fadeur et en suavité, et présidait à la bouteille de rhum avec une ouverture de cœur extraordinaire. « Eh bien, voyons, dit Kilp, cela doit faire près de 2 ans que nous nous sommes connus pour la première fois. Plus près de 3, je pense, dit Tre. Plus près de 3 heures, s'écria Kilp. Comme le temps passe vite. Cela vous semble-t-il aussi long, Madame Kilp ? Oui, je crois que cela semble être 3 ans, Kilp, fut la réponse malheureuse. Oh. En effet, madame, pensa Kilp, vous vous languissez, n'est-ce pas ? Très bien, madame. Il me semble qu'ayant encore, vous êtes allée à Demerara à bord du Mary Ann, dit Kilp, mais hier, je vous le déclare. Eh bien, j'aime un peu de sauvagerie. J'étais moi-même sauvage une fois. M. Kilp accompagna cet aveu d'un clin d'œil si affreux, révélateur d'anciennes errances et de rétrogradation, que Madame Gignoin en fut indignée, et ne put s'empêcher de remarquer à voix basse qu'il pourrait au moins différer ses aveux jusqu'à ce que sa femme soit absente. Pour cet acte d'audace et d'insubordination, M. Kilp la regarda d'abord de travers, puis but cérémonieusement à sa santé. « Je pensais que tu reviendrais tout de suite, Fred. »« C'est ce que j'ai toujours pensé, » dit Kilp en posant son verre. « Et quand la Marianne revint avec vous à bord, au lieu d'une lettre pour dire combien vous aviez le cœur contrit et combien vous étiez heureuse dans la situation qui vous avait été fournie, j'étais amusée, excessivement amusée. Ah bah !
Le jeune homme sourit, mais non pas comme si le thème était le plus agréable qu'on eût pu choisir pour le divertir, et c'est pour cette raison que Kilp l'a poursuivi. Je dirai toujours, reprit-il, que lorsqu'un parent riche, ayant 2 jeunes gens, des sœurs ou des frères, ou un frère et une sœur à sa charge, s'attache exclusivement à l'un et rejette l'autre, il fait du tort. Le jeune homme fit un mouvement d'impatience, mais Kilp continua aussi calmement que s'il eût discuté une question abstraite à laquelle personne n'avait le moindre intérêt personnel. Il est très vrai, dit Kilp, que votre grand-père a exhorté au pardon, à l'ingratitude, à l'émeute, à l'extravagance, et tout cela. Mais comme je le lui ai dit, ce sont des défauts communs. Mais c'est un scélérat, dit-il. En admettant cela, dis-je, pour les besoins de la discussion, bien entendu, un grand nombre de jeunes nobles et de jeunes gentilshommes sont aussi des scélérats. Mais il n'a pas voulu être convaincu. Je m'en étonne, monsieur Kilp, dit le jeune homme d'un ton sarcastique. Eh bien, moi aussi à l'époque, répondit Kilp, mais il a toujours été obstiné. C'était en quelque sorte un de mes amis, mais il était toujours obstiné et trompé. La petite Nell est une gentille fille, une charmante fille, mais tu es son frère Frédéric. Tu es son frère après tout, comme tu le lui as dit la dernière fois que vous vous êtes rencontrés. Il ne peut pas changer ça. S'il le pouvait, il le confondrait pour cela, et pour toutes les autres bontés, dit le jeune homme avec impatience. Mais il ne peut plus rien en sortir maintenant, et finissons-en au nom du diable. D'accord, répondit Kilp, acceptez de ma part. Pourquoi y ai-je fait allusion? Juste pour vous montrer, Frédéric, que j'ai toujours été votre ami. Vous saviez peu qui était votre ami et qui était votre ennemi, et maintenant, l'avez-vous fait? Vous pensiez que j'étais contre vous, et il y a eu un refroidissement entre nous, mais tout était de votre côté, entièrement de votre côté. Serrons-nous encore la main, Fred? La tête enfoncée entre ses épaules et un sourire hideux sur son visage, le nain se leva et étendit son bras court sur la table. Après un moment d'hésitation, le jeune homme étendit le sien à sa rencontre. Kilp serra ses doigts d'une étreinte qui arrêta pour l'instant le courant du sang qu'il contenait, et pressant son autre main sur ses lèvres et fronçant les sourcils vers Richard, qui ne se doutait de rien, il les relâcha et s'assit. Cette action n'échappa pas à Tr, qui, sachant que Richard Swiveley n'était qu'un simple instrument entre ses mains et qui n'en savait pas plus sur ses desseins qu'il ne jugeait à propos de les communiquer, vit que le nain comprenait parfaitement leur position relative et entrait pleinement dans le caractère de son ami. C'est quelque chose à apprécier, même dans la friponnerie. Cet hommage silencieux à ses capacités supérieures, qui n'était rien moins qu'un sentiment de la puissance dont la perception rapide du nain l'avait déjà revêtu, inclina le jeune homme vers ce vilain digne et le détermina à profiter de son aide. Comme c'était maintenant le signal de M. Kilp de changer de sujet avec toute la célérité possible, de peur que Richard Swiveley, dans son insouciance, ne révélât quelque chose qu'il était inopportun pour les femmes de savoir, il proposa un jeu de cribbage à 4 mains, et les partenaires étant coupés pour Madame Kilp tomba entre les mains de Frédéric Tr et Dick, lui-même de Kilp. Madame Gignoin, qui aimait beaucoup les cartes, était soigneusement exclue par son gendre de toute participation au jeu, et lui avait confié le devoir de remplir de temps en temps les verres de la bouteille. M. Kilp garda dès ce moment un œil constant sur elle, de peur qu'elle ne se procure par aucun moyen un avant-goût, et qu'elle ne séduisît ainsi la misérable vieille dame qui était aussi attachée à la bouteille que les cartes d'une manière double et ingénieuse. Mais ce n'était pas seulement à Madame Gignoin que l'attention de M. Kilp était limitée, car plusieurs autres affaires exigeaient une vigilance constante. Parmi ses diverses habitudes excentriques, il avait une habitude humoristique de toujours tricher aux cartes, ce qui rendait de sa part non seulement d'une observation attentive du jeu et un tour de passe-passe dans le comptage et le pointage, mais impliquait aussi la correction constante, par des regards, des froncements de sourcils et des coups de pied sous la table, de Richard Swiveley, qui, déconcerté par la rapidité avec laquelle ces cartes étaient dites, et la vitesse à laquelle les chevilles se dépassaient le long de la planche, ne pouvait empêcher d'exprimer parfois sa surprise et son incrédulité. Madame Kilp était aussi la compagne du jeune Tr, et pour chaque regard qui passait entre eux, et chaque mot qu'il disait, et chaque carte qu'il jouait, le nain avait des yeux et des oreilles, non pas occupé seul de ce qui se passait au-dessus de la table, mais de signaux qui pouvaient s'échanger au-dessous d'elle, qu'il tendait toutes sortes de pièges à détecter. En outre, il marchait souvent sur les orteils de sa femme pour voir si elle pleurait ou restait silencieuse sous l'infliction, auquel cas il aurait été tout à fait clair que Tr lui avait déjà marché sur les orteils auparavant. Cependant, dans la plupart de ces distractions,
Le seul œil était toujours fixé sur la vieille dame, et si elle avançait même furtivement une cuillère à thé vers un verre voisin, ce qu'elle faisait souvent, dans le but d'en extraire une seule gorgée de son doux contenu, la main de Kilp le renverserait au moment même de son triomphe. Et la voix moqueuse de Kilp l'implore de tenir compte de sa précieuse santé. Et dans chacun de ses nombreux soucis, du premier à la dernière, Kilp n'a jamais faibli ni faibli. À la fin, quand ils eurent joué un grand nombre de caoutchouc et tiré assez librement sur la bouteille, Kilp avertit sa dame de se retirer pour se reposer, et cette femme soumise s'exécutant, suivie de sa mère indignée, Suivez-les s'endormit. Le nain, faisant signe à son compagnon restant à l'autre bout de la pièce, tint une courte conférence avec lui à voix basse. « Il vaut mieux ne pas dire que plus d'un peut t'aider avant notre digne ami, dit Kilp en faisant une grimace à l'égard de Dick endormi. Est-ce un marché entre nous, Fred? Épousera-t-il la petite Rosenelle d'ici là? Vous avez une partie à répondre, bien sûr, répondit l'autre. Bien sûr que oui, cher Fred, dit Kilp en souriant en pensant à quel point il se doutait peu de ce que c'était que la vraie faim. C'est peut-être des représailles, peut-être un caprice. J'ai de l'influence, Fred, pour aider ou pour m'opposer. De quelle manière dois-je l'utiliser? Il y a une paire d'écailles, et ça va dans l'une d'elles. Jetez-le donc dans le mien, dit Tra. C'est fait, Fred, répliqua Kilp en étendant sa main crispée et en l'ouvrant comme s'il eût laissé tomber un peu de poids. C'est dans l'échelle à partir de maintenant, et ça tourne, Fred. Faites attention à cela. Où sont-ils allés? Demanda Tra. Kilp secoua la tête et dit que ce point restait à découvrir, ce qui pourrait être facile. Quand ce serait le cas, il commencerait leur avancée préliminaire. Il rendait visite au vieil homme, ou même Richard Suivez-les pouvait lui rendre visite, et en affectant une profonde sollicitude en sa faveur, et en l'implorant de s'installer dans une maison digne, l'enfant amenait l'enfant à se souvenir de lui avec reconnaissance et faveur. Une fois qu'il aurait été impressionné à ce point, il serait facile, disait-il, de la gagner en 1 an ou 2, car elle supposait que le vieil homme était pauvre, car il faisait partie de sa politique de jalousie comme beaucoup d'autres avares de feindre de l'être envers ceux qui l'entouraient. Il me l'a feint assez souvent, ces derniers temps, dit Tra. Ah, et à moi aussi, répondit le nain. Ce qui est plus extraordinaire, car je sais à quel point il est riche. Je suppose que vous le feriez, dit Tra. Je crois que je le ferai, répliqua le nain, et en cela, au moins, il a dit la vérité. Après quelques mots encore chuchotés, ils retournèrent à la table, et le jeune homme qui réveillait Richard Suivez-les lui apprit qu'il attendait pour partir. C'était une bonne nouvelle pour Dick, qui se lança immédiatement. Après avoir échangé quelques mots de confiance dans le résultat de leur projet, ils dirent « bonne nuit » à Kilp en souriant. Kilp se glissa jusqu'à la fenêtre au moment où il passait dans la rue en bas, et écouta Trent prononcer un éloge à sa femme, et toutes deux se demandaient par quel enchantement elle avait été amenée à épouser un misérable aussi difforme que lui. Le nain, après avoir regardé leur ombre s'éloigner avec un sourire plus large que celui que son visage avait encore affiché, se glissa doucement dans l'obscurité vers son lit. Dans l'élaboration de leur plan, ni Tre ni Kilp n'avaient songé au bonheur ou au malheur de la pauvre innocente Nell. Il eût été étrange que l'insouciant débauché, qui était la cible de l'un et de l'autre, eût été harcelé par une pareille considération, car la haute opinion qu'il avait de ses propres mérites et de ses désirs rendait ce projet plutôt louable qu'autrement, et s'il avait reçu la visite d'un hôte aussi inaccoutumé que la réflexion, il aurait apaisé sa conscience, n'étant une brute que dans la satisfaction de ses appétits, en plaidant qu'il n'avait pas l'intention de battre ou de tuer sa femme, et qu'il serait donc, après tout ce qui a été dit et fait, un mari très tolérable et moyen. Chapitre 24. Ce ne fut que lorsqu'ils furent tout à fait épuisés, et qu'ils ne purent plus tenir le rythme auquel ils s'étaient enfuis du champ de course, que le vieillard et l'enfant se hasardèrent à s'arrêter et à s'asseoir pour se reposer à la lisière d'un petit bois. Ici, bien que la route fût cachée à leur vue, ils distinguaient à peine le bruit des cris lointains, le bourdonnement des voix et le battement des tambours. En escaladant l'éminence qui s'étendait entre eux et l'endroit qu'ils avaient quitté, l'enfant pouvait même discerner les drapeaux flottants et les toits blancs des cabines. Mais personne ne s'approchait d'eux, et leur lieu de repos était solitaire et immobile. Il s'écoula quelque temps avant qu'elle pût rassurer son compagnon tremblant ou le ramener dans un état de tranquillité modérée. Son imagination désordonnée lui représentait une foule de personnes qui se glissaient vers eux sous le couvert des buissons, se cachaient dans tous les fossés, et jetaient un coup d'œil sur les branches de chaque arbre bruissant. Il était hanté par la crainte d'être conduit captif dans un endroit lugubre où il serait enchaîné et flagellé, et pire que tout, où Nell ne pourrait jamais venir le voir,
si ce n'est à travers les barreaux de fer et les grilles du mur. Ces terreurs affectaient l'enfant. La séparation d'avec son grand-père était le plus grand mal qu'elle pouvait redouter, et sentant pour le moment que, allant où il voulait, il serait pourchassé et ne pourrait jamais être en sécurité qu'en se cachant, son cœur lui manqua et son courage s'affaiblit. Chez une jeune femme si peu habituée aux scènes où elle venait de se mouvoir, cet affaissement de l'esprit n'avait rien d'étonnant. Mais la nature enchâsse souvent des cœurs galants et nobles dans des poitrines faibles, le plus souvent, Dieu la bénisse, dans des seins féminins, et quand l'enfant, jetant ses yeux pleins de larmes sur le vieil homme, se rappela combien il était faible et combien il serait sans ressources et sans défense si elle le défaillait, son cœur se gonfla en elle et l'anima d'une force et d'un courage nouveaux. « Nous sommes tout à fait en sûreté maintenant, et nous n'avons rien à craindre, cher grand-père, dit-elle. « Rien à craindre, répondit le vieillard, rien à craindre s'il me prenait à toi, rien à craindre s'il nous séparait. Personne n'est fidèle à moi. Non, pas un. Pas même Nell. Ah, ne dites pas cela, répondit l'enfant, car si jamais quelqu'un a été vrai de cœur et sérieux, c'est bien moi. Je suis sûr que vous savez que je le suis. Alors, comment, dit le vieillard en regardant autour de lui avec crainte, comment pouvez-vous supporter de penser que nous sommes en sûreté, alors qu'ils me cherchent partout, et qu'ils peuvent venir ici et nous voler, même pendant que nous parlons? Parce que je suis sûr que nous n'avons pas été suivis, dit l'enfant. Jugez par vous-même, cher grand-père. Regardez autour de vous et voyez comme c'est calme et tranquille. Nous sommes seuls ensemble, et nous pouvons nous promener où bon nous semble. Pas sûr. Pouvais-je me sentir tranquille, me sentais-je à l'aise, quand un danger vous menaçait? C'est vrai aussi, répondit-il en lui serrant la main, mais en regardant toujours autour de lui avec anxiété. Quel bruit était-ce? Un oiseau, dit l'enfant, qui s'envole dans le bois et nous ouvre la voie. Vous vous souvenez que nous avons dit que nous nous promènerions dans les bois et les champs, et au bord des rivières, et combien nous serions heureux. Vous vous en souvenez? Mais ici, alors que le soleil brille au-dessus de nos têtes, et que tout est lumineuse et heureux, nous sommes tristement assis, et nous perdons du temps. Voyez quel chemin agréable, et voilà l'oiseau, le même oiseau, maintenant il s'envole vers un autre arbre et reste pour chanter. Lorsqu'ils se relevèrent de terre, et qu'ils prirent le sentier ombragé qui les conduisait à travers bois, elle bondit en avant, imprimant ses petits pas dans la mousse, qui s'élevait élastique sous une si légère pression et la rendait comme des miroirs qui redonnent haleine, et c'est ainsi qu'elle attira le vieil homme, avec plus d'un regard en arrière, et un joyeux signe de la main, tantôt montrant furtivement quelques oiseaux solitaires qui se perchaient les gazouillant sur une branche qui s'égarait sur leur chemin, tantôt s'arrêtant pour écouter les chansons qui rompaient le silence heureux, ou pour regarder le soleil trembler à travers les feuilles. Et se faufilant parmi les troncs de lierre de vieux arbres robustes, il ouvrit de longs sentiers de lumière. À mesure qu'ils avançaient, écartant les branches qui se groupaient sur leur chemin, la sérénité que l'enfant avait d'abord prise se glissa sérieusement dans sa poitrine. Le vieillard ne jeta plus de regard, craintif derrière lui, mais se sentit alais et gai, car plus il s'enfonçait dans l'ombre d'un ver profond, plus il sentait que l'esprit tranquille de Dieu était là et répandait sa paix sur eux. À la fin, le sentier, devenant plus clair et moins compliqué, les amena à l'extrémité du bois et dans une route publique. Se frayant un chemin le long d'une courte distance, ils arrivèrent à une ruelle si ombragée par les arbres de chaque côté, qu'ils se rejoignirent au-dessus de leur tête et arquèrent l'étroit chemin. Un poteau cassé annonça que cela menait d'un village à 3000 de là, et ils résolurent de s'y incliner. Les kilomètres semblaient si longs qu'ils pensaient parfois qu'ils avaient dû manquer leur route. Mais enfin, à leur grande joie, ils descendaient en une descente abrupte, avec des talus en surplomb sur lesquels conduisaient les sentiers, et les maisons groupées du village pointaient dans le creux boisé au-dessous. C'était un très petit endroit. Les hommes et les garçons jouaient au cricket sur le green, et tandis que les autres regardaient, ils erraient de long en large, ne sachant pas où chercher un humble logement. Il n'y avait qu'un vieillard dans le petit jardin devant sa chaumière, et ils hésitaient à l'approcher, car il était le maître d'école et avait écrit « École » sur sa fenêtre en lettres noires sur un tableau blanc. C'était un homme pâle, d'apparence simple, d'un port maigre, et il était assis parmi ses fleurs et ses ruches, fumant sa pipe, sous le petit porche devant sa porte. « Parlez-lui, mon cher, murmura le vieil homme. J'ai presque peur de le déranger, dit timidement l'enfant. Il n'a pas l'air de nous voir. Peut-être que si nous attendons un peu, il aura l'air de cette façon. Ils attendirent, mais le maître d'école ne leur jeta aucun regard et resta assis, pensif et silencieux, sous le petit porche. Il avait un visage gentil. Dans son vieux costume noir, il avait l'air pâle et maigre.
Ils avaient aussi l'air solitaires autour de lui et de sa maison, mais peut-être était-ce parce que les autres se formaient en joyeuse compagnie sur le green, et qu'il semblait être le seul homme solitaire de tout l'endroit. Ils étaient très fatigués, et l'enfant aurait eu l'audace de s'adresser même à un maître d'école, s'il n'y avait quelque chose dans ses manières qui semblait indiquer qu'il était inquiet ou affligé. Comme ils hésitaient à une certaine distance, ils virent qu'il restait assis quelques minutes à la fois, comme quelqu'un dans un bureau brun, puis posa sa pipe et fit quelques tours dans son jardin, puis s'approcha de la porte et regarda vers le verre, puis reprit sa pipe avec un soupir. Et il s'assit pensivement comme auparavant. Comme personne ne paraissait, et qu'il allait bientôt faire nuit, Nell prit enfin courage, et quand il eut repris sa pipe et sa place, elle se hasarda à s'approcher, en prenant son grand-père par la main. Le léger bruit qu'ils firent en soulevant le loquet du portillon attira son attention. Il les regarda gentiment mais sembla déçu aussi, et secoua légèrement la tête. Nell fit une révérence et lui dit que c'étaient de pauvres voyageurs qui cherchaient pour la nuit un abri, qu'ils paieraient volontiers, dans la mesure de leurs moyens. Le maître d'école la regarda sérieusement pendant qu'elle parlait, posa sa pipe, et se leva aussitôt. « Si vous pouviez nous diriger quelque part, monsieur, dit l'enfant, nous le prendrions très bien. Vous avez fait un long chemin, dit le maître d'école. Un long chemin, monsieur, répondit l'enfant. Vous êtes une jeune voyageuse, mon enfant, dit-il en posant doucement sa main sur sa tête. Ton petit-fils, mon ami? Oui, monsieur, s'écria le vieillard, et le séjour est le réconfort de ma vie. Entrez, dit le maître d'école. Sans autre préface, il les conduisit dans sa petite salle d'école, qui servait à la fois de salon et de cuisine, et leur dit qu'ils étaient les bienvenus pour rester sous son toit jusqu'au matin. Avant qu'ils eussent fini de le remercier, il étendit sur la table un gros drap blanc, avec des couteaux et des plats, et apportant du pain, de la viande froide, et une cruche de bière, il les supplia de manger et de boire. L'enfant regarda autour d'elle en s'asseyant. Il y avait 2 formes, entaillées, coupées et ancrées partout, un petit bureau d'affaires perché sur 4 pieds, où sans doute le maître était assis, quelques livres à oreilles de chien sur une étagère haute, et à côté d'eux, une collection bigarrée de chevilles, de balles, de cerfs-volants, de lignes de pêche, de billes, de pommes à moitié mangées et d'autres biens confisqués de gamins oisifs. Sur des crochets accrochés au mur dans toute leur terreur, se trouvaient la canne et la règle, et près d'eux, sur une petite étagère à part, le bonnet d'âne, fait de vieux journaux et décoré d'hosties éblouissantes de la plus grande taille. Mais les grands ornements des murs étaient certaines phrases morales bien copiées dans un bon texte rond, et des sommes bien travaillées en simple addition et multiplication, évidemment obtenues de la même main, qui était abondamment collée dans toute la pièce, dans le double but, semblait-il, de rendre témoignage de l'excellence de l'école et d'allumer une émulation digne dans le sein des écoliers. Oui, dit la vieille maîtresse d'école, remarquant que son attention était attirée par ces derniers spécimens. C'est une belle écriture, ma chère. Très, monsieur, répondit modestement l'enfant. Est-ce le vôtre? Les miennes. Revint-il en ôtant ses lunettes, et en les mettant, pour mieux voir les triomphes si chers à son cœur. Je ne pourrais pas écrire comme ça, de nos jours. Non. Ils sont tous faits d'une seule main, c'est une petite main, pas aussi vieille que la vôtre, mais très habile. En disant cela, le maître d'école vit qu'une petite tache d'encre avait été jetée sur l'une des copies, alors il tira un canif de sa poche, et s'approchant du mur, le gratta soigneusement. Quand il eut fini, il s'éloigna lentement de l'écriture, l'admirant comme on pourrait contempler un beau tableau, mais avec quelque chose de tristesse dans la voix, et dans les manières qui toucha tout à fait l'enfant, bien qu'elle n'en eût pas appris la cause. Une petite main en effet, dit le pauvre maître d'école. Bien au-delà de tous ses camarades, dans son érudition et dans ses sports aussi, comment a-t-il pu m'aimer à ce point? Il n'est pas étonnant que je l'aime, mais qu'il m'aime. Et là le maître d'école s'arrêta et ôta ses lunettes pour les essuyer, comme si elles s'étaient éteintes. J'espère qu'il n'y a rien de grave, monsieur, dit Nell anxieusement. Pas grand-chose, ma chère, répondit le maître d'école. J'espérais l'avoir vu sur le green, ce soir. Il était toujours le premier d'entre eux, mais il sera là demain. A-t-il été malade? Demanda l'enfant avec la sympathie vive d'un enfant. Pas beaucoup. Ils ont dit qu'il errait dans sa tête hier, cher enfant, et c'est ce qu'ils ont dit la veille. Mais cela fait partie de ce genre de désordre. Ce n'est pas un mauvais signe, pas du tout un mauvais signe. L'enfant garda le silence. Il se dirigea vers la porte et regarda dehors avec mélancolie. Les ombres de la nuit s'amoncelaient, et tout était calme. S'il pouvait s'appuyer sur le bras de quelqu'un, il viendrait à moi, je le sais, dit-il en rentrant dans la chambre. Il venait toujours dans le jardin pour dire bonne nuit. Mais peut-être sa maladie vient-elle de prendre une tournure favorable,
et il est trop tard pour qu'il en sorte, car il fait très humide et il y a une rosée abondante. Il vaut mieux qu'il ne vienne pas ce soir. Le maître d'école alluma une bougie, ferma le volet de la fenêtre et ferma la porte. Mais après qu'il eut fait cela, et qu'il resta silencieux un moment, il ôta son chapeau et dit qu'il irait se contenter si Nell voulait rester debout jusqu'à son retour. L'enfant s'exécuta volontiers et sortit. Elle resta là une demi-heure ou plus, sentant l'endroit très étrange et solitaire, car elle avait réussi à convaincre le vieillard d'aller se coucher, et on n'entendait plus que le tic-tac d'une vieille horloge et le sifflement du vent parmi les arbres. Quand il revint, il s'assit dans le coin de la cheminée, mais resta longtemps silencieux. Enfin il se tourna vers elle, et lui parlant très doucement, il espéra qu'elle ferait cette nuit-là une prière pour un enfant malade. « Mon écolier préféré », dit le pauvre maître d'école en fumant une pipe, qu'il avait oublié d'allumer, et en regardant tristement autour de lui sur les murs. « C'est une petite main d'avoir fait tout cela et de dépérir de maladie. C'est une très petite main. » Chapitre 25. Après une bonne nuit de repos dans une chambre au toit de chaume, où il semblait que le sacristain avait été logé pendant quelques années, mais qu'il avait récemment abandonné pour une femme et une chaumière à lui, l'enfant se leva de bon matin et descendit dans la chambre où elle avait soupé la veille. Comme le maître d'école avait déjà quitté son lit et était sorti, elle s'efforça de le mettre propre et confortable, et venait de terminer son arrangement lorsque l'aimable hôte revint. Il la remercia plusieurs fois, et lui dit que la vieille dame, qui lui rendait habituellement de tels offices, était allée allaiter le petit écolier dont il lui avait parlé. L'enfant lui demanda comment il allait et espéra qu'il allait mieux. « Non, » répliqua le maître d'école en secouant la tête avec tristesse, « pas mieux. Ils disent même qu'il est pire. »« J'en suis bien fâché, monsieur, » dit l'enfant. Le pauvre maître d'école paraissait satisfait de ses manières sérieuses, mais cependant il en était plus inquiet, car il ajouta à la hâte que les gens inquiets exagéraient souvent un mal et le trouvaient plus grand qu'il n'était. « Pour moi, dit-il de sa manière calme et patiente, j'espère qu'il n'en est pas ainsi. Je ne pense pas qu'il puisse être pire. » L'enfant lui demanda la permission de préparer le déjeuner, et son grand-père descendant l'escalier, ils le prirent tous les trois ensemble. Pendant que le repas se préparait, leur hôte remarqua que le vieil homme semblait très fatigué et qu'il avait évidemment besoin de repos. « Si le voyage que vous avez devant vous est long, dit-il, et que vous ne vous pressiez pas un jour, vous êtes le bienvenu pour passer une autre nuit ici. Je serais vraiment heureux si vous le vouliez, mon ami. » Il vit que le vieillard regardait Nell, ne sachant s'il devait accepter ou refuser son offre, et a ajouté : « Je serais heureux d'avoir votre jeune compagnon avec moi pour un jour. Si vous pouvez faire la charité à un homme seul, et vous reposer en même temps, faites-le. Si vous devez poursuivre votre voyage, je vous souhaite bonne chance, et je ferai un peu de chemin avec vous avant le début de l'école. »« Qu'allons-nous faire, Nell ? » dit le vieillard d'un ton irrésolu. « Dites ce que nous devons faire, ma chère. » Il n'a pas fallu beaucoup de persuasion pour amener l'enfant à répondre qu'il ferait mieux d'accepter l'invitation et de rester. Elle était heureuse de montrer sa reconnaissance à l'aimable maître d'école en s'occupant des devoirs ménagers dont sa petite chaumière avait besoin. Quand cela fut fait, elle tira de son panier un ouvrage d'aiguille et s'assit sur un tabouret à côté du treillis, où le chèvrefeuille et la bine, entre laquelle leurs tiges tendres, et se faufilant dans la chambre, la remplissaient de leur haleine délicieuse. Son grand-père se prélassait au soleil dehors, respirant le parfum des fleurs, et regardant paresseusement les nuages qui flottaient devant le léger vent d'été. Tandis que le maître d'école, après avoir rangé les 2 classes dans l'ordre voulu, prenait place derrière son bureau, et faisait d'autres préparatifs pour l'école, l'enfant craignait qu'elle ne gêne, et offrit de se retirer dans sa petite chambre. Mais il ne le permit pas, et comme il semblait content de la voir là, elle resta occupée à son travail. « Avez-vous beaucoup d'érudits, monsieur ? » demanda-t-elle. Le pauvre maître d'école secoua la tête et dit qu'il remplissait à peine les 2 formulaires. « Les autres sont-ils intelligents, monsieur ? » demanda l'enfant en jetant un coup d'œil sur les trophées accrochés au mur. « 2 bons garçons, » répondit le maître d'école, « assez bons garçons, ma chère, mais ils ne feront jamais comme ça. » Un petit garçon aux cheveux blancs et au visage brûlé par le soleil apparut à la porte pendant qu'il parlait, et s'arrêtant là pour faire une révérence rustique, entra et prit place sur l'une des formes. Le garçon aux cheveux blancs posa alors sur ses genoux un livre ouvert, étonnamment corné, et plongeant ses mains dans ses poches, il se mit à compter les billes, dont elles étaient remplies, montrant dans l'expression de son visage une capacité remarquable à abstraire complètement son esprit de l'orthographe sur laquelle ses yeux étaient fixés. Peu de temps après, un autre petit garçon aux cheveux blancs arriva en traînant,
suivi d'un garçon roux, et après lui de 2 autres à tête blanche, puis d'un à la nuque de lin, et ainsi de suite jusqu'à ce que les formes soient occupées par une douzaine de garçons, ou environ, avec des têtes de toutes les couleurs sauf grises, et dont l'âge varie de 4 ans à 14 ans plus, car les jambes du plus jeune étaient bien éloignées du sol lorsqu'il s'assit sur le formulaire, et l'aîné était un gros garçon stupide, de bonne humeur, plus grand d'environ une demi-tête que le maître d'école. Au sommet de la première classe, le poste d'honneur de l'école, se trouvait la place vacante du petit écolier malade, et à la tête de la rangée de piquets où ceux qui venaient en chapeau ou en casquette avaient coutume de les accrocher, l'un d'eux était laissé vide. Aucun garçon n'essayait de violer le caractère sacré d'un siège, ou d'une cheville, mais plus d'un regardait du vide vers le maître d'école, et chuchotait à voix basse derrière sa main. Alors commença le bourdonnement des leçons et de les apprendre par cœur, les plaisanteries chuchotées et le jeu furtif, et tout le bruit et la traîne de l'école. Et au milieu du vacarme était assis le pauvre maître d'école, l'image même de la douceur et de la simplicité, essayant vainement de fixer son esprit sur les devoirs de la journée et d'oublier son petit ami. Mais l'ennui de son bureau lui rappelait plus fortement l'érudit volontaire, et ses pensées s'éloignaient de ses élèves, c'était évident. Personne ne le savait mieux que les garçons les plus oisifs, qui, devenant de plus en plus audacieux impunément, devenaient plus forts et plus audacieux, jouant au pair ou à l'impair sous l'œil du maître, mangeant des pommes ouvertement et sans reproche, se pinçant les uns les autres par jeu ou par méchanceté sans la moindre réserve, et coupant leurs autographes dans les pieds même de son bureau. Le cancre perplexe, qui se tenait à côté de la table, pour dire sa leçon dans le livre, ne regarda plus le plafond à la recherche de mots oubliés, mais se rapprocha du coude du maître, et jeta hardiment son regard sur le page. Le vade de la petite troupe plissait les yeux, et faisait des grimaces au plus petit garçon, bien sûr, ne tenant aucun livre devant son visage, et son auditoire approbateur ne connaissait aucune contrainte dans sa joie. Si le maître avait l'occasion de se réveiller, et de paraître conscient de ce qui se passait, le bruit s'apaisait un instant et aucun œil ne rencontrait le sien mais avait un regard studieux et profondément humble. Mais à l'instant où il retomba, il éclata de nouveau, et 10 fois plus fort qu'auparavant. Oh! Comment quelques-uns de ces oisifs désiraient ardemment être dehors, et comment ils regardaient la porte et la fenêtre ouvertes, comme s'ils méditaient à demi de se précipiter dehors, de s'enfoncer dans les bois, et d'être des garçons sauvages, et des sauvages dès ce moment-là. Que de pensées rebelles sur la fraîcheur de la rivière, et sur quelques lieux de baignade ombragés sous des sols aux branches plongeant dans l'eau, ne cessaient de tenter et d'exhorter ce robuste garçon qui, le col de sa chemise déboutonné et rejeté en arrière aussi loin qu'il le pouvait, était assis, éventant son visage rougi, avec un livre d'orthographe, se souhaitant une baleine, ou un pot-de-pied, ou une mouche, ou n'importe quoi d'autre qu'un garçon à l'école en cette chaude journée de grillade. Chaleur! Demandait à cet autre garçon, dont le siège le plus proche de la porte lui a donné l'occasion de se glisser dans le jardin et de rendre ses compagnons fous en trempant son visage dans le seau du puits, et en se roulant ensuite sur l'herbe. Demandez-lui s'il y a jamais eu un jour comme celui-là, où même les abeilles plongeaient profondément dans les coupes de fleurs et s'arrêtaient là, comme s'ils avaient décidé de se retirer des affaires et de ne plus être fabricants de miel. La journée était faite pour la paresse, et s'étendre sur le dos dans des endroits verts, et regarder le ciel jusqu'à ce que sa clarté nous oblige à fermer les yeux et à nous endormir. Était-ce le moment de se pencher sur des livres moisis dans une pièce sombre, à l'abri du soleil lui-même? Monstrueux! Nell était assise près de la fenêtre, occupée à son travail, mais attentive à tout ce qui se passait, bien que parfois un peu timide à l'égard des garçons turbulents. Les leçons terminées, le temps d'écriture commença, et comme il n'y avait qu'un seul pupitre, et que celui du maître, chaque garçon s'y asseyait à tour de rôle et travaillait à sa copie tordue, tandis que le maître se promenait. C'était une période plus calme, car il venait jeter un coup d'œil par-dessus l'épaule de l'écrivain, et lui disait doucement d'observer comment une telle lettre était transformée en une telle copie sur le mur, louait un tel trait vers le haut ici et un tel trait vers le bas là, et lui demandait de la prendre pour modèle. Puis il s'arrêtait et leur racontait ce que l'enfant malade avait dit la nuit dernière, et combien il avait désiré être de nouveau parmi eux. Et telle était la douceur et l'affection du pauvre maître d'école, que les garçons semblaient tout à fait pleins de remords de l'avoir tant inquiété, étaient absolument silencieux, ne mangeant pas de pommes, ne coupant aucun nom, n'infligeant aucune pincée et ne faisant pas de grimaces, pendant 2 bonnes minutes après. Je pense, mes garçons, dit le maître d'école quand l'horloge sonna 12, que je donnerai un demi-congé supplémentaire cet après-midi. À cette nouvelle, les garçons, conduits par le grand garçon, poussèrent un grand cri, au milieu duquel on vit le maître parler, mais on ne put l'entendre. Cependant, comme il levait la main, pour montrer qu'il désirait qu'ils se taisent, ils eurent la prévenance de s'arrêter dès que les plus longs d'entre eux furent tout à fait essoufflés.
Il faut que vous me promettiez d'abord, dit le maître d'école, que vous ne serez pas bruyant, ou du moins, si vous l'êtes, que vous vous en irez, et que vous serez ainsi loin du village, je veux dire. Je suis sûr que vous ne dérangeriez pas votre ancien camarade de jeu et compagnon. Il y eut un murmure général, et peut-être très sincère, car ce n'étaient que des garçons dans la négative, et le grand garçon, peut-être aussi sincèrement qu'aucun d'entre eux, prit à témoin ceux qui l'entouraient qui n'avaient fait que crier à voix basse. Alors, je vous en prie, n'oubliez pas, voilà, mes chers écoliers, dit le maître d'école, ce que je vous ai demandé, et faites-le comme une faveur pour moi. Soyez aussi heureux que possible, et n'oubliez pas que vous êtes en bonne santé. Adieu à tous. Merci, monsieur, et au revoir, monsieur, furent répétés bien des fois de diverses voix, et les garçons sortirent très lentement et doucement. Mais il y avait le soleil qui brillait, et il y avait les oiseaux qui chantaient, comme le soleil ne brille que les oiseaux ne chantent que les jours de fête et les demi-jours de fête. Il y avait les arbres, qui faisaient signe à tous les garçons libres de grimper et de se blottir parmi leurs branches feuillues. Le foin, les suppliant de venir le répandre à l'air pur. Le maïs vert, qui fait doucement signe vers le bois et le ruisseau. Le sol lisse, rendu plus lisse encore par le mélange des lumières et des ombres. Invitant à la course, au saut et aux longues promenades, Dieu sait tout. C'était plus que ce que le garçon pouvait supporter, et avec un cri de joie, toute la grappe prit ses jambes à son cou et se dispersa en criant et en riant en chemin. C'est naturel, Dieu merci, dit le pauvre maître d'école en s'occupant d'eux. Je suis bien content qu'il ne m'ait pas dérangé. Il est cependant difficile de plaire à tout le monde, comme la plupart d'entre nous l'auraient découvert, même sans la fable qui porte cette morale. Et dans le courant de l'après-midi, plusieurs mères et tantes d'élèves sont venues exprimer leur entière désapprobation de la procédure du maître d'école. Quelques-uns se bornèrent à des allusions, telles que demander poliment quel jour de lettres rouges ou quel jour saint l'almanach disait que c'était. Quelques-uns c'étaient les profonds politiciens du village soutenaient que c'était un affront au trône et un affront à l'Église et à l'État et au goût des principes révolutionnaires, d'accorder une demi-fête à une occasion plus légère que l'anniversaire du monarque, mais la majorité exprima son mécontentement pour des raisons privées et en termes clairs, arguant que le fait de mettre les élèves sur cette courte allocation d'apprentissage n'était rien d'autre qu'un acte de vol et de fraude, pur et simple, et une vieille dame, constatant qu'elle ne pouvait pas enflammer ou irriter le paisible maître d'école en lui parlant, bondit hors de sa maison et lui parla pendant une demi-heure à l'extérieur de sa propre fenêtre. À une autre vieille dame, disant que, bien sûr, il déduirait ce demi-congé de sa charge hebdomadaire, ou bien sûr qu'il s'attendrait naturellement à ce qu'une opposition se lance contre lui. Il ne manquait pas de garçons oisifs dans ce quartier ici. La vieille dame éleva la voix, et certains gars qui étaient trop paresseux pour même être maîtres d'école pouvaient bientôt découvrir qu'il y avait d'autres gars mis au-dessus de leur tête, et ainsi elle les ferait prendre soin d'eux, et aurait l'air assez vif autour d'eux. Mais toutes ces railleries et ces vexations ne parvinrent pas à arracher un mot au doux maître d'école, qui était assis avec l'enfant à ses côtés, un peu plus abattu peut-être, mais tout à fait silencieux et sans se plaindre. Vers la nuit, une vieille femme remonta le jardin en titubant aussi vite qu'elle le put, et rencontrant le maître d'école à la porte, elle lui dit qu'il devait aller directement chez Dame Wess, et qu'il ferait mieux de courir avant elle. Lui et l'enfant étaient sur le point d'aller se promener ensemble, et sans lâcher sa main, le maître d'école s'éloigna en toute hâte, laissant la messagère suivre à sa place. Ils s'arrêtèrent à la porte d'une chaumière, et le maître d'école y frappa doucement de la main. Il a été ouvert sans perte de temps. Ils entrèrent dans une pièce où était rassemblé un petit groupe de femmes autour de l'une d'elles, plus âgées que les autres, qui pleurait très amèrement, et s'assit, se tordant les mains et se balançant d'avant en arrière. « Oh, madame !» dit le maître d'école en s'approchant de sa chaise, « est-ce si grave que cela ?»« Il va vite !» s'écria la vieille femme. « Mon petit-fils est en train de mourir. C'est tout le long de vous. Vous ne le verriez pas maintenant, s'il n'était si sérieux à ce sujet. C'est ce à quoi son apprentissage l'a amené. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que puis-je faire ?»« Ne dites pas que je suis en faute, insista le gentil maître d'école. Je ne suis pas blessé, madame. Non, non. Vous êtes dans une grande détresse d'esprit, et vous ne pensez pas ce que vous dites. Je suis sûre que non. Oui, répondit la vieille femme. Je pense tout. S'il n'avait pas été en train de se pencher sur ses livres par peur de vous, il se serait senti bien et joyeux maintenant, je le sais. Le maître d'école regarda les autres femmes comme pour prier l'une d'entre elles de dire un mot aimable pour lui, mais elles secouèrent la tête, et murmurèrent l'une à l'autre qu'elles n'avaient jamais pensé qu'il y avait beaucoup de bien à apprendre, et que cela les convainquait. Sans leur répondre un mot, sans leur jeter un regard de reproche, il suivit la vieille femme qui l'avait appelé,
et qui les avait rejoints dans une autre chambre où son ami en bas âge, à demi vêtu, était étendu sur un lit. C'était un très jeune garçon, tout petit enfant. Ses cheveux pendaient encore en boucles autour de son visage, et ses yeux étaient très brillants, mais leur lumière était du ciel, et non de la terre. Le maître d'école s'assit à côté de lui, et se penchant sur l'oreiller, il murmura son nom. Le garçon se leva d'un bond, lui caressa le visage, la main et jeta ses bras épuisés autour de son cou, en criant qu'il était son cher et bon ami. « J'espère que je l'ai toujours été. Je voulais l'être, Dieu le sait, dit le pauvre maître d'école. « Qui est-ce » dit le garçon en apercevant Nell. « J'ai peur de l'embrasser, de peur de la rendre malade. Demande-lui de me serrer la main. » L'enfant sanglot s'approcha et prit la petite main languissante dans la sienne. Relâchant le sien au bout d'un moment, le garçon malade le déposa doucement. « Vous vous souvenez du jardin, Harry » murmura le maître d'école, impatient de le réveiller, car une tristesse semblait s'emparer de l'enfant, et combien il était agréable le soir. « Il faut que vous voitiez de le visiter, car je crois que les fleurs elles-mêmes vous ont manqué, et qu'elles sont moins gaies qu'elles ne l'étaient autrefois. Vous viendrez bientôt, ma chère, très bientôt maintenant, n'est-ce pas ?» Le garçon sourit faiblement, très faiblement, et posa sa main sur la tête grise de son ami. Il remua aussi les lèvres, mais aucune voix ne s'éleva d'elle, non, pas un bruit. Dans le silence qui s'ensuivit, le bourdonnement de voix lointaines portées dans l'air du soir flottait à travers la fenêtre ouverte. « Qu'est-ce que c'est » demanda l'enfant malade, en ouvrant les yeux. « Les garçons qui jouent sur le green. » Il prit un mouchoir de son oreiller et essaya de l'agiter au-dessus de sa tête, mais le bras faible tomba impuissant. « Dois-je le faire » dit le maître d'école. « Je vous prie, agitez-le à la fenêtre » fut la faible réponse. « Attachez-le au treillis. Certains d'entre eux peuvent le voir là-bas. Peut-être penseront-ils à moi, et regarderont-ils de ce côté. » Il leva la tête et jeta un coup d'œil à sa chauve-souris désœuvrée, qui gisait sur une table de la chambre avec de l'ardoise, des livres et d'autres objets enfantins. Puis, il le reposa doucement une fois de plus, et lui demanda si la petite fille était là, car il ne pouvait pas la voir. Elle s'avança et pressa la main passive qui reposait sur la couverture. Les deux vieux amis et compagnons, car c'était elle, quoiqu'ils fussent hommes et enfants, se étreignirent longuement, puis le petit écolier tourna son visage vers le mur et s'endormit. Le pauvre maître d'école était assis à la même place, tenant la petite main froide dans la sienne et la frottant. Ce n'était que la main d'un enfant mort. Il le sentait, et pourtant il irritait encore, et ne pouvait pas le poser. Chapitre 26. Le cœur presque brisé, Nell se retira du chevet du maître d'école avec le maître d'école et retourna à sa chaumière. Au milieu de son chagrin et de ses larmes, elle avait soin de cacher leur véritable cause au vieil homme, car le garçon mort avait été un petit-fils et ne laissait qu'un seul parent âgé pleurer sa décadence prématurée. Elle se glissa dans son lit aussi vite qu'elle le put, et quand elle fut seule, elle donna libre cours au chagrin dont sa poitrine était surchargée. Mais la triste scène, dont elle avait été témoin, n'était pas sans leçon de contentement et de reconnaissance, de contentement du sort qui lui a laissé la santé et la liberté, et la gratitude d'avoir été épargnée aux seuls parents et amis qu'elle aimait, et de vivre et de se mouvoir dans un monde magnifique, alors que tant de jeunes créatures, aussi jeunes et pleines d'espoir qu'elles, ont été frappées et rassemblées dans leur tombe. Combien de monticules de ce vieux cimetière où elle s'était récemment égarée poussaient, vers au-dessus, des tombes d'enfants. Et bien qu'elle ait pensé elle-même comme une enfant, et peut-être qu'elle n'est pas assez considérée à quelle existence brillante et heureuse sont portés ceux qui meurent jeunes, et comment dans la mort ils perdent la douleur de voir les autres mourir autour d'eux, en portant au tombeau une forte affection de leur cœur qui fait mourir les vieux plusieurs fois en une longue vie. Cependant elle réfléchit assez sagement pour tirer une morale claire et facile de ce qu'elle avait vu cette nuit-là, et de la conserver au fond de son esprit. Ses rêves étaient ceux d'un petit érudit, non pas enfermé et couvert, mais se mêlant aux anges et souriant joyeusement. Le soleil, qui lançait ses rayons joyeux dans la chambre, la réveilla, et maintenant il ne restait plus qu'à prendre congé du pauvre maître d'école et à s'en aller une fois de plus. Au moment où ils étaient prêts à partir, l'école avait commencé. Dans la pièce sombre, le vacarme de la veille recommençait, un peu dégrisé et adouci, peut-être, mais seulement un peu, voire pas du tout. Le maître d'école se leva de son bureau et marcha avec eux jusqu'à la porte. Ce fut d'une main tremblante et réticente que l'enfant lui tendit l'argent que la dame lui avait donné aux courses pour ses fleurs, hésitant dans ses remerciements en pensant combien la somme était petite et rougissant en l'offrant. Mais il lui ordonna de la relever, et se baissant pour lui baiser la joue, il retourna dans sa maison.
Il n'avait pas fait une demi-douzaine de pas qu'il fut de nouveau à la porte. Le vieillard revint sur ses pas pour lui serrer la main, et l'enfant fit de même. « La fortune et le bonheur vous accompagnent, » dit le pauvre maître d'école. « Je suis un homme assez solitaire maintenant. Si jamais tu repasses par ici, tu n'oublieras pas la petite école du village. »« Nous ne l'oublierons jamais, monsieur, » reprit Nell. « N'oubliez jamais de vous être reconnaissant de votre bonté envers nous. »« J'ai entendu bien souvent de telles paroles de la bouche des enfants, » dit le maître d'école en secouant la tête et en souriant pensivement, mais elles ont été vite oubliées. J'avais attaché un jeune ami à moi, le meilleur ami parce que j'étais jeune, mais c'est fini. Que Dieu vous bénisse. Ils lui firent leur adieu bien des fois, et se détournèrent, marchant lentement et regardant souvent en arrière, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus le voir. À la fin, ils avaient laissé le village loin derrière eux, et avaient même perdu de vue la fumée entre les arbres. Ils avançaient péniblement, d'un pas plus rapide, résolus à garder la grande route, et à aller où elle les mènerait. Mais les routes principales s'étendent sur un très long chemin. À l'exception de 2 ou 3 petits groupes de chaumières qu'ils traversèrent sans s'arrêter, et d'un cabaret isolé au bord de la route où ils avaient du pain et du fromage, cette route ne les avait menés à rien, tard dans l'après-midi, et prolongeait encore, loin dans le lointain, le même parcours terne, fastidieux et sinueux qu'ils avaient suivi toute la journée. Cependant, comme ils n'avaient d'autres ressources que d'avancer, ils continuèrent leur route, quoique d'un pas beaucoup plus lent, étant très fatigués. L'après-midi s'était écoulé pour laisser place à une belle soirée, lorsqu'ils arrivèrent à un point où la route tournait brusquement et traversait une commune. Sur le bord de cette commune, et près de là qui la séparait des champs cultivés, une caravane fut arrêtée pour se reposer, sur quoi, à cause de sa situation, ils sont tombés si soudainement qu'ils n'auraient pas pu l'éviter s'ils l'avaient voulu. Ce n'était pas une charrette miteuse et poussiéreuse, mais une petite maison élégante sur eau, avec des rideaux blancs et sombres ornant les fenêtres, et des volets verts soulignés par des panneaux d'un rouge éclatant, dans lesquels brillait de couleurs harmonieusement contrastées toute l'entreprise. Ce n'était pas non plus une pauvre caravane tirée par un seul âne ou un cheval émacié, car une paire de chevaux en assez bon état était libérée des puits et brouillait l'herbe fousie. Ce n'était pas non plus une caravane de bohémiens, car à la porte ouverte ornée d'un heurtoir en laiton brillant était assise une dame chrétienne, forte et confortable à regarder, qui portait un grand bonnet tremblant de nœuds. Et que ce n'était pas une caravane sans provisions ou sans ressources, c'était évident d'après l'occupation de cette dame, qui était celle, très agréable et rafraîchissante, de prendre le thé. Les choses à thé, y compris une bouteille d'un caractère plutôt suspect et un jarret de jambon froid, étaient disposés sur un tambour, recouvert d'une serviette blanche, et là, comme à la table ronde la plus commode du monde, cette dame vagabonde était assise, prenant son thé et jouissant de la perspective. Il arriva qu'à ce moment-là, la dame de la caravane avait sa tasse qui, pour que tout en elle fût d'une sorte solide et confortable, était une tasse à déjeuner à ses lèvres, et qu'elle levait les yeux vers le ciel pour savourer toute la saveur du thé, non sans se mêler peut-être à la moindre brio ou lueur de quelque chose de la bouteille suspecte. Mais ce n'est qu'une pure spéculation et ce n'est pas une question d'histoire distincte. Il se trouva qu'étant ainsi agréablement occupée, elle ne vit pas les voyageurs quand ils arrivèrent pour la première fois. Ce ne fut que lorsqu'elle fut en train de descendre la tasse et qu'elle prit une longue respiration après l'effort qu'elle avait fait pour en faire disparaître le contenu, que la dame de la caravane aperçut un vieillard et un jeune enfant qui passaient lentement et regardaient ses démarches avec des yeux d'admiration modeste, mais affamés. « Et » s'écria la dame de la caravane en ramassant les miettes de ses genoux et en les avalant, avant de s'essuyer les lèvres. « Oui, c'est sûr, qui a gagné la LT plate, mon enfant ?»« Gagné quoi, madame ?» demanda Nell. La plaque LT aux courses, mon enfant, la plaque que l'on a courue le 2e jour. Le 2e jour, madame ? 2e jour. Oui, le 2e jour, répéta la dame d'un air impatient. Ne pouvez-vous pas dire qui a gagné la LT plate quand on vous pose la question poliment ? Je ne sais pas, madame. Je ne sais pas. Répéta la dame de la caravane. Eh bien, vous y étiez. Je t'ai vu de mes propres yeux. Nell n'était pas peu effrayée d'entendre cela, supposant que la dame pouvait connaître intimement la maison de Short et de Codelin, mais ce qui a suivi a eu tendance à la rassurer. « Et j'étais bien fâchée, dit la dame de la caravane, de vous voir en compagnie d'un punch, un misérable de Wolgue bas, pratique, que les gens dédaigneraient de regarder. »« Je n'étais pas là par choix, répondit l'enfant. Nous ne savions pas où nous allions, et les 2 hommes ont été très gentils avec nous, et nous ont laissé voyager avec eux. Les connaissez-vous, madame ? Connais-les, mon enfant !» s'écria la dame de la caravane avec une sorte de cri. « Connaissez-les !
Mais vous êtes jeune et inexpérimenté. Et c'est votre excuse pour poser une question. Est-ce que j'ai l'air de les connaître? Est-ce que la caravane a l'air de les connaître? Non, madame, non, dit l'enfant, craignant d'avoir commis une faute grave. Je vous demande pardon. Il lui fut accordé immédiatement, bien que la dame paraisse encore très troublée et déconcertée par cette supposition dégradante. L'enfant expliqua alors qu'ils avaient quitté les courses le premier jour, et qu'ils se rendaient à la ville suivante sur cette route, où ils avaient l'intention de passer la nuit. Comme le visage de